journal. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition dès ce soir à la une de l'actualité de ce mercredi. La connexion au ralenti en RDC face aux perturbations majeures du réseau. Tous les opérateurs des téléphones mobiles étaient devant le ministre des tutelles pour s'expliquer. La rupture d'un important câble sous-marin reliant les RDC à l'Internet mondial est à la base de cette mauvaise qualité des connexions. On y revient dans un instant. Également au sommaire de votre journal, 600 bancs pupitres distribués gratuitement à 2 écoles publiques de la capitale. Il s'agit de l'école primaire Kimpangi 3 de Kanluka dans la commune de Ngalema et de l'épée Makelele de Bandalungwa qui ont reçu chacune 300 bancs. Ces bancs proviennent des ateliers du service national et fabriqués par des ex-Kuluna transformés en bâtisseurs. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous sur le régional de la radio-télévision nationale congolaise. Premier poignée de main, c'est avant-hier plutôt, entre le chef de l'État de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et la nouvelle représentante spéciale intérimaire du secrétaire général de l'ONU en RDC. Ces premiers échanges ont tourné autour du respect de l'engagement renouvelé des Nations Unies pour le retour de la paix en RDC et le respect de la souveraineté nationale. Regarde. Pour sa première rencontre de prise de contact avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la chef intérimaire de la MONUSCO, a tenu à marquer les esprits. À sa sortie d'audience, elle a confié l'importance capitale de ce premier échange, soulignant une volonté mutuelle de collaboration étroite. J'ai affirmé à son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'engagement des Nations Unies à soutenir la RDC dans le plein respect de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale et dans un esprit de partenariat avec les autorités congolaises. Alors que le Conseil de sécurité a récemment prolongé le mandat de la mission jusqu'au 20 décembre 2026, la nouvelle chef intérimaire de la MONUSCO a réitéré l'engagement ferme des Nations Unies à soutenir la RDC dans la défense de son intégrité territoriale. Le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de la MONUSCO à travers la résolution 2808. Ce mandat nous donne une feuille de route claire avec des priorités centrées sur la protection des civils et l'appui aux efforts de stabilisation en coordination étroite avec le gouvernement et au bénéfice des populations congolaises. J'ai exprimé ma profonde préoccupation face à la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'Est et à ses conséquences humanitaires, notamment pour les civils. Notre priorité immédiate reste la protection des populations et la réduction de la violence. J'ai encouragé la consolidation d'un cessez-le-feu effectif et vérifiable. La résolution 2808 autorise la MONUSCO à appuyer la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent en ligne avec la résolution 2773 et nous sommes prêts à jouer pleinement notre rôle d'appui selon les modalités convenues. Au-delà des opérations de terrain, les deux personnalités ont également évoqué la nécessité d'une communication conjointe transparente pour contrer la désinformation se référant à la résolution 2808 qui encourage explicitement une communication concertée entre le gouvernement et la MONUSCO. La première ministre de la RDC sonne l'alarme. Plus de 80% des personnes privées d'électricité dans le monde vivent en Afrique. Un paradoxe pour un continent riche en ressources énergétiques renouvelables. Judith Suminwa l'a dit devant des centaines de dirigeants venus des 170 pays du monde au cours d'un forum sur les énergies qui se tient à Abu Dhabi, nous précise Emmanuela Commissaire et Chimendonto dans ce reportage. La transition énergétique mondiale ne se fera ni sans l'Afrique, ni sans la République démocratique du Congo. À Abu Dhabi, lors du forum Global Soft Utilities, la première ministre Judith Suminwa a rappelé une réalité marquante.
Plus de 80% des personnes privées d'électricité dans le monde vivent en Afrique, alors même que le continent dispose du plus grand potentiel en énergie renouvelable. La RDC entend pleinement assumer son leadership. Elle concentre à elle seule plus de la moitié du potentiel africain en énergie renouvelable, avec plus de 100 000 MW de capacité hydroélectrique, notamment le site d'Inga, mais aussi d'importantes ressources solaires. La République démocratique du Congo assume pleinement sa responsabilité. Mon pays concentre à lui seul plus de la moitié du potentiel africain en énergie renouvelable. Notre ambition est claire. Passer du statut de simple fournisseur de ressources à celui d'acteur industriel de cette transition énergétique à l'échelle mondiale. Enfin, il est important de rappeler qu'aucune transition énergétique durable ne peut se construire dans un contexte d'instabilité prolongée. La guerre injuste qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo constitue un frein majeur à nos efforts de développement, à la sécurité des investissements et à la stabilité régionale. La consolidation de la paix en République démocratique du Congo est non seulement une priorité nationale, mais aussi un enjeu collectif pour le succès des engagements climatiques et énergétiques du Sud global. Riche en cobalt et cuivre, la RDC ne veut plus se limiter au rôle de fournisseur de matières premières. Son ambition est de devenir un acteur industriel majeur de la transition énergétique soutenue par des réformes et des mesures incitatives en faveur de l'investissement. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a discuté hier avec les jeunes de Kinshasa sur la thématique enjeux de la paix et du développement durable en République démocratique du Congo. Rodé Panta nous en parlait. Face aux jeunes, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a donné des explications économiques limpides des accords, rappelant que le partenariat stratégique signé à Washington entre la RDC et les États-Unis d'Amérique a œuvré ensemble pour le développement du pays, condition essentielle à une paix durable. Pour l'économiste national, il est important que la jeunesse congolaise dispose d'une information juste, claire et appropriée sur ces accords de paix. Il a eu à préciser que la coopération économique constitue aujourd'hui l'un des meilleurs leviers pour consolider durablement la paix dans notre région. La forte croissance démographique de la RDC a plus de 110 millions d'habitants avec un taux de croissance annuel d'environ 3%, la population congolaise pourrait constituer un autre enjeu des prochaines décennies avec 200 millions d'habitants que l'on pourra dépasser, a souligné Mukoko Samba. La tâche qui est la nôtre, c'est de préparer le Congo de demain. Le besoin de la paix trouve son sens par l'urgence pour nous de nous occuper du vrai problème du développement, de l'employabilité des jeunes, de la création de millions d'emplois pour les jeunes. Qu'est-ce que nous considérons comme les projets stratégiques, ceux qui peuvent réellement transformer la RDC? Inga 3 est l'un de ces projets. Donc si nous construisons le port en eau profonde à Banana, nous avons besoin d'un chemin de fer standard pour avoir de plus grandes vitesses entre le port de Banana et le port de Maluku. Les projets stratégiques, c'est développer le gaz dans les Kivu et construire un gazoduc pour amener ce gaz dans la province orientale où nous avons de grands gisements de fer. Et ensemble, nous allons assurer que ces projets sont structurés, conçus, que les ressources financières sont mobilisées et que les projets sont enfin réalisés. Pour le vice-premier ministre, la quête de la paix passe nécessairement par le développement et la création massive d'emplois. On prépare donc le Congo de demain afin que les jeunes générations aient plus d'opportunités et un meilleur avenir. Tel est le souhait du technicien en économie de Félix Tshisekedi. Le président rwandais devient de plus en plus nerveux et malheureux depuis la signature de l'accord de paix de Washington et de Doha. Des mots prononcés par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, l'a dit lors d'un échange avec les jeunes au cours d'un débat organisé à Wallonie-Bruxelles par l'ASBEL Dialogue intergénérationnel. Gaëtan Magalon était sur place.
C'est un accord qui vient régler les problèmes les plus urgents. En 5 minutes, le ministre de la Communication immédiat a passé en revue les accords de Doha et de Washington dans lesquels le président Félix Tshisekedi et son gouvernement sont pleinement engagés pour le retour définitif de la paix dans l'Est de la RDC. La première chose, c'est l'accord de paix qui consacre, parce que nous, dans ces discussions, nous avions de lignes rouges. Aucun centimètre carré de notre territoire ne pourra céder. Ensuite, nous parlons du cadre d'intégration économique régionale. Parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde la crise actuelle, la vraie raison, c'est une guerre de prédation, c'est une guerre de pillage. Lorsqu'on règle le problème de sécurité de manière durable, on peut aller vers l'économie. Et si vous observez bien, depuis qu'on a commencé à faire de progrès dans les processus de Washington, le président rwandais est particulièrement nerveux. Parce qu'en réalité, c'est les débuts de la fin de ses aventures dans l'Est de la RDC, dans un contexte où si nous voulons amener les investissements américains ne peuvent pas venir dans un terrain où prospèrent les groupes armés. Donc on doit passer par la transparence et c'est à travers la violence, les groupes armés, les massacres, que les présidents rwandais profitent du processus de pillage de nos ressources. Et donc, s'il y a bien quelqu'un qui est malheureux après la signature de ces accords, c'est lui. S'inscrivant dans une démarche de redevabilité, le porte-parole du gouvernement a exhorté la jeunesse à s'impliquer activement aux côtés des institutions avant d'inviter le jeune à faire de l'engagement citoyen un levier de paix durable. Patrick Mouyaya a également dénoncé le rôle du Rwanda dans le soutien aux groupes armés. En conclusion, il a appelé à une mobilisation collective et durable. Aujourd'hui, ceux qui pensent que cette guerre est une guerre entre guillemets du régime, ils se trompent. Si vous ne vous levez pas aujourd'hui, demain, vous risquez d'hériter des problèmes qui seront plus graves. C'est pour ça qu'il est important que nous tous, quelles que soient nos couleurs politiques, qu'on se mobilise autour du président aujourd'hui parce que c'est lui qui incarne la République démocratique du Congo pour que nous puissions en finir. Ici est de noter que ce panel a conduit la participation du vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, du président du Conseil national de la jeunesse et tant d'autres invités de marque. Les Congolais, plus particulièrement les Kinois, très fâchés suite à la mauvaise qualité d'Internet qu'offrent les entreprises de télécommunications ces derniers temps. Les abonnés dénoncent aussi la disparition des forfaits de crédit, pourtant achetés mais non consommés. Colère exprimée au micro de Chimendondou. La dégradation de la connexion Internet et de services de télécommunications observée ces derniers jours a suscité une vive inquiétude au sein de la population quinoise. De nombreux usagers dénoncent la perte de leur forfait Internet et crédits de communication pourtant achetés mais non utilisés, qui auraient expiré sans consommation effective. Dans plusieurs communes de la capitale, les abonnés expriment leur incompréhension face à cette situation qu'ils jugent injuste, surtout dans un contexte économique déjà difficile. Sur ce sujet, je dirais que la connexion ces derniers temps est vraiment très mauvaise. La connexion, je dirais, tous les réseaux, au fait, et le canal box, la connexion ne passe presque pas, elle est très lourde. Vous pouvez recharger les mégas, mais vous n'allez pas utiliser parce que la connexion ne passe pas. Ce problème nous dérange vraiment et nous aimerions avoir des solutions sur ça. Du genre, on peut mettre le méga d'un mois, on peut mettre 2 jours, mais ça ne traîne pas. La connexion est très perturbante et on ne sait pas quoi faire. Alors, si vous pouvez nous aider pour qu'ils puissent au moins améliorer la façon dont on est en train d'utiliser, parce que si ils font comme ça, on risque même de ne plus utiliser la connexion. Donc, c'est tout un problème. Donc, s'ils peuvent prendre part à nous aider les 4 réseaux, sinon, on va utiliser des box. Parce qu'avec ça, nous souffrons vraiment. Donc, on demande une aide si vite, une aide d'une manière non obligatoire, mais d'une manière hospitalière pour nous aider aussi à faire quoi? À être l'air abonné. Donc, on a un petit souci concernant le réseau que nous utilisons ces derniers temps. Face à cette situation, les utilisateurs de l'Internet appellent le gouvernement congolais à s'impliquer davantage. Ils demandent une collaboration étroite entre l'État et les opérateurs de télécommunications afin de garantir un service de qualité, transparent et équitable. Pour la population quinoise, une telle démarche permettrait de protéger les consommateurs tout en assurant aux opérateurs un climat de confiance et de rentabilité dans un partenariat où toutes les parties seraient gagnantes.
La connexion au ralenti en RDC face aux perturbations majeures du réseau. Tous les opérateurs des téléphonie mobiles étaient aujourd'hui devant le ministre des Tutelles pour s'expliquer. La rupture d'un important câble sous-marin reliant la RDC à l'Internet mondial est à la base de cette mauvaise qualité des connexions. Ils l'ont fait savoir à José Panda. Marie Calanque nous explique. Face à la situation dégradante des services des opérateurs de télécommunications en RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 74e réunion du Conseil des ministres, est revenu sur la note d'information du ministre José Mpanda Kabangu du 5 septembre 2025, dressant un diagnostic de la mauvaise qualité du réseau et de la dégradation de l'Internet. Le président de la République a, à cette occasion, tapé du poing sur la table et exigé des solutions à l'immédiat. Eu égard à cette décision, le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda Kabangu, a réuni tout d'abord le président de l'ARPTC, le conseiller principal du chef de l'État en matière des pétés antiques et le conseiller spécial du Premier ministre pour des échanges approfondis. La première phase des consultations avec les opérateurs de RTL, Vodacom, Orange, Africell a permis au ministre Mpanda de déceler les failles grâce aux explications du directeur général de RTL. Thierry Diasonama rassure de la mise en place du feuille de route pour l'amélioration des services dans un bref délai. Nous avons décidé de mettre en place une équipe conjointe qui va travailler, qui va mettre en place une feuille de route avec les différentes actions qui vont être implémentées dans les jours, les semaines et les mois à venir de façon à pouvoir améliorer la qualité de service que nous offrons à nos abonnés, à nos consommateurs. La suite des consultations a réuni les opérateurs qui gèrent les pylônes, les opérateurs de la fibre optique et les opérateurs ISP. Le président de Internet Service Provider ISP DRC, Laurent Tomba, s'explique. Pour éviter ce genre de situation dans le futur, il est important que le pays puisse s'ouvrir afin que nous ayons plusieurs câbles connectés à la RDC. À noter que la deuxième phase réunira les ministres sectoriels qui vont élaborer un rapport à mi-parcours. Un rapport qui permettra au ministre de l'économie, du numérique et de l'audiovisuel de préparer un rapport général sur la télécommunication, le numérique et l'audiovisuel. Et justement, par rapport à cette perturbation de l'Internet, l'ARPTC vient de faire une mise au point. L'autorité des régulations de la poste et des télécommunications porte à la connaissance du public que les perturbations observées ces derniers jours sur les réseaux des télécommunications sont dues à une panne technique générale survenue sur la liaison internationale sous-marine à fibre optique au axe Ouest Africa Cable System, reliant l'Europe du continent africain et impactant le service Internet. Des travaux de maintenance sont actuellement en cours en vue d'un rétablissement du service et dans le meilleur délai. Le président du Conseil supérieur de la magistrature était face aux nouveaux magistrats stagiaires de la promotion 2025. Pour un rappel à l'ordre, Dieudonné Kamouleta, qui anime un exposé, a rappelé plusieurs principaux fondamentaux d'un État des droits. Edith Chala nous en parlait. Accueilli par le secrétaire permanent porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, entouré de quelques membres de son staff, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature a pour un instant troqué la solennité de la haute juridiction pour la casquette de professeur. Devant les magistrats stagiaires de la promotion 2025, Dieudonné Kamouleta Badibanga a animé un module essentiel, centré sur une exigence fondamentale de l'état de droit. Le procès équitable, c'est autour de ce principe que s'est articulée une leçon magistrale à la fois rigoureuse, pédagogique et empreinte de responsabilité. Pourquoi le procès équitable ce module est très important pour vous? Parce que vous êtes tous des officiers du ministère public. L'acte que vous posez en entendant, en auditionnant un inculpé, sachez déjà que dès ce moment-là, vous contribuez à un procès. Alors que la formation initiale touche à son terme, les magistrats de la promotion 2025 sont attendus au tournant. Dans un exposé clair et ferme, le président du Conseil supérieur de la magistrature a structuré son intervention autour des 10 droits majeurs indissociables, véritables piliers d'une justice crédible, procès équitable, égalité des parties, droit de la défense,
présomption d'innocence, motivation des décisions judiciaires sans être exhaustif. On est déjà à plus de 20 modules et là nous nous sommes sentis devant un praticien qui a une expérience vraiment élevée et il maîtrise la matière. Le module consacré au procès équitable résonne déjà comme un avant-goût du serment à venir. Fini avec le traitement analogique des dossiers judiciaires. Le traitement se fera désormais d'une manière numérique à la Cour de cassation. Cette Cour vient de bénéficier des kits en informatique pour le traitement rapide des dossiers. Un don réceptionné par le premier président, Élie Léon Domba. C'est un reportage de Marie-Reine Zeba rendu par Toto Songo. Le processus de dématérialisation des services de la Cour de cassation est effectif. Le haut magistrat et le greffier se sont vus remettre des ordinateurs et autres matériels informatiques de la part du premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabeya et Léon. La remise de ces matériels informatiques répond à la vision du premier président de la Cour de cassation de renforcer les capacités des hauts magistrats en vue d'accélérer le traitement des dossiers. Je salue cette initiative de M. le Premier Président de la Cour de cassation qui contribue au renforcement des capacités opérationnelles des magistrats de la Cour de cassation. Et comme vous l'avez si bien dit, la dématérialisation des procédures à la Cour de cassation aura un impact sur l'efficacité de la justice à ce niveau-là. Parce que comme vous le savez, toute la population se plaint de la lenteur de la justice et en dématérialisant les procédures devant la Cour de cassation, on va réduire le temps de justice, le temps dans lequel un pourvoi en cassation est jugé à la Cour de cassation. En mars dernier, le haut magistrat a suivi une formation en informatique et en intelligence artificielle pour la mise en œuvre de la digitalisation des services à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Il s'est de souligner que la distribution des kits informatiques s'est déroulée en présence du conseiller principal du chef de l'État chargé des questions juridiques et administratives, le professeur Martin Moulumba Chitoko. Le gouvernement congolais à la rescousse de ses enfants réfugiés dans la ville portuaire de Kigoma en Tanzanie. Ces exilés viennent de bénéficier d'une assistance alimentaire composée de vivres, non-vivres et médicaments. Ce don a été remis par la ministre d'État en charge des affaires sociales, F. Bazaïba, qui conduit une mission gouvernementale dans ces pays. Une remise renforcée par un message d'espoir, d'encouragement et de retour. Chimentondo nous explique. Les réfugiés congolais vivant dans la ville portuaire de Kigoma en Tanzanie ont bénéficié d'une meilleure prise en charge de vivres et un message d'espoir dans le cadre de la deuxième étape de la mission humanitaire du gouvernement de la RDC. La mission traduit la solitude des autorités envers tous les Congolais, particulièrement ceux contraints à l'exil par l'agression étrangère. Apporter du sourire, réconfort et espoir à nos compatriotes en situation délicate, notamment dans les sites de déplacés en Tanzanie, c'est le fondement de la mission gouvernementale d'assistance humanitaire, a souligné la ministre d'État, ministre F. Bazaïba Massoudi, chef de la délégation. Derrière la distribution des vivres, c'est un message politique qui est celui d'une solidarité nationale qui ne s'arrête pas aux frontières et d'un engagement assumé en faveur d'un retour volontaire digne et sécurisé des déplacés dès que les conditions vont permettre. Dans un contexte régional marqué par l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, cette mission humanitaire se veut à la fois un geste de protection immédiate et un signal de responsabilité étatique. La direction des bases des données des ressources humaines musclées avec des nouveaux matériels des pointes. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, vient de réceptionner un lot important d'équipements informatiques. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles de ces directions chargées de la gestion des ressources humaines. C'est un don de la Banque mondiale. Nadine Kiloch, Cédric Inena nous explique. Un pas de plus vers la modernisation de l'administration publique en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a présidé la cérémonie officielle de réception des matériels et consommables informatiques destinés à la direction de gestion de la base de données numériques des ressources humaines de l'État et de recensement
DBDR en sigle. Cet important don émane de la Banque mondiale dans le cadre de son projet Encore, en vue de renforcer les capacités opérationnelles de la fonction publique dans l'identification et le recensement des agents publics. Merci à la Banque mondiale, qui est un partenaire loyal et fidèle, parce que nous sommes en train d'assister à un changement d'époque, à un changement de paradigme dans l'histoire de notre administration, à travers les réformes qui sont actuellement en train d'être implémentées suivant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Cette vision voudrait absolument placer l'administration publique au cœur du fonctionnement de l'État. La cérémonie s'est déroulée en présence de la représentante de la Banque mondiale, Madame Roxandra, et de la secrétaire exécutive adjointe du COREF, Boulé Minkoulou. Les équipements que nous remettons ce jour à votre Excellence sont des équipements de pointe. Ils représentent un investissement stratégique, une pierre angulaire qui permettra à la DBDR d'accomplir avec une efficacité accrue sa mission fondamentale. Le responsable de la DBDR a salué ce geste, soulignant que ce nouvel équipement va améliorer et contribuer à la digitalisation des procédures administratives. Nous disons merci à la Banque mondiale qui est le partenaire à travers les projets Encore, qui dans ces protocoles d'accord signés avec le gouvernement de la République tient à soutenir davantage le travail que le ministère, par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Liao, est en train d'assurer. Ce partenariat avec la Banque mondiale s'inscrit dans la dynamique de la réforme administrative mise en place par le gouvernement congolais. Le gouvernement s'attaque à la crise de l'approvisionnement carburant dans l'espace Grand Kasaï. Deux membres du gouvernement, la ministre d'État en charge des hydrocarbures et la ministre des Affaires foncières, sont arrivés à Mbuji-Mayi pour améliorer la distribution des produits pétroliers. Sur place, elles ont aussi inspecté un important dépôt de stockage. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandjoubou Lambongo, et sa collègue Onej Nsele, ministre des Affaires foncières, sont arrivés le mardi 13 janvier 2026 à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Au cadre du parti présidentiel, Akasia Bandjoubou s'est adressé aux combattants de l'UDPS et au peuple kassaïen avant de déclarer que sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la RDC fait tout pour résoudre le problème d'approvisionnement des produits pétroliers dans l'espace Grand Kasaï. La vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les carburants puissent arriver ici à Mbuji-Mayi sans problème. Cette histoire de carburant cher ici, nous ne voulons plus. Voilà pourquoi nous voulons faire des affaires ici à Mbuji-Mayi avec les entreprises qui m'ont accompagné, mettre en place des centres de stockage, des unités de production des gaz, mettre en place des stations-service ici à Mbuji-Mayi pour que les peuples de Mbuji-Mayi, mes frères et sœurs, ne puissent plus souffrir de la pénurie de carburant. Juste après, les deux membres du gouvernement souminois ont pris la direction des Mweneditu dans la province de Lomami, où elles ont visité un dépôt de CEP Congo qui a une capacité de stockage de plus de 1600 mètres cubes. Ce dépôt est approvisionné à partir de Lubumbashi par la voie ferrée. Une visite saluée par le président du conseil d'administration de CEP Congo et remercie aussi les deux ministres pour avoir laissé leur bureau et descendre jusqu'à Mweneditu. C'est au milieu de la nuit que la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandjoubou Lambongo, et la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, ont regagné Mbuji-Mayi pour poursuivre leur mission, toujours dans l'espace Grand Kasaï. 343 jeunes entreprises peuvent enfin s'ébomber les torses. Leurs startups sont désormais en règle. Ils viennent de recevoir tous les documents officiels exigés par la loi. Une légalité qui ouvre les portes du marché formel et des opportunités d'affaires. C'est au terme d'un programme de formation qui a duré plusieurs mois. Et Djala nous en parlait. Lancé le 15 novembre 2025, le programme de formalisation des entreprises des jeunes, initiative nationale portée et financée par le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes FSPJ, en partenariat avec le guichet unique de création des entreprises GUS, a permis à 343 entreprises créées par les jeunes d'obtenir l'ensemble des documents requis pour être en conformité avec les normes et exigences de l'État. En présence du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle Marc Ekila et de la ministre de la Jeunesse, Grace Emi Koutino, le directeur général du FSPJ, Joseph Mbouimoukendi, a salué la décision courageuse des jeunes entrepreneurs de formaliser leurs activités pour rendre leurs entreprises viables, crédibles et sécurisées. Sans documents juridiques, en réalité,
vous n'existez pas. Mais avec les documents juridiques, aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes entrepreneur et que vous avez une entreprise formelle. Le directeur général du guichet unique de création des entreprises, Eradi Amissi, a exprimé sa satisfaction quant au partenariat conclu avec le FSPJ, une première cohorte qui connaît un aboutissement heureux. Que nous avons cru à cette possibilité de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes entrepreneurs, visiblement enthousiastes, ont exprimé leur gratitude, soulignant l'importance de ce programme pour leur avenir. La prochaine cohorte s'étendra à d'autres provinces du pays, conformément à la volonté du gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes à l'échelle nationale à travers le FSPJ, son instrument chargé de la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'entrepreneuriat et d'emploi des jeunes. Un plaidoyer de financement de plusieurs projets pour lutter contre le chômage des jeunes dans la province du Nord Kivu, déjà sur la tablette du Fonds de promotion de l'industrie. Plaidoyer déposé auprès du directeur général adjoint du FPI par un élu national du coin. D'autres précisions avec Alain Bikaï. Au cours de ces échanges, le LUD de Guadeloupe a mis en lumière l'effort potentiel économique du Nord-Ubangi en insistant particulièrement sur les opportunités offertes par l'agriculture, la transformation des produits locaux ainsi que le développement des petites et moyennes entreprises. Il a plaidé pour le financement des projets structurants capables de générer des emplois durables, de lutter efficacement contre le chômage des jeunes et de stimuler l'industrialisation de la province. Lors de mon séjour à Guadeloupe, j'ai eu à rencontrer des jeunes entrepreneurs, des jeunes pleins d'idées et qui ont des difficultés de trouver des moyens pour financer leurs projets. Ça m'est venu à l'idée de frapper à la porte du FPI, du Fonds de promotion de l'industrie, pour essayer de faire entendre l'écho de nos jeunes qui sont dans le Nord-Ubangi. Moi, comme élu, je ne suis qu'un incubateur. Je fais office d'interface entre les institutions et la population. De son côté, le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindois, a salué une démarche responsable, inclusive et tournée vers le développement. Blaise Mastaki a rappelé la mission du Fonds de promotion de l'industrie axée sur l'accompagnement des projets à fort impact économique et social, tout en encourageant la jeunesse du Nord-Ubangi à soumettre des projets bancables et bien structurés. Cette audience ouvre les perspectives prometteuses pour un engagement renforcé du FPI en faveur de l'émergence d'un tissu industriel local, dynamique et durable dans la province du Nord-Ubangi. C'était en 2012, 14 ans déjà, depuis que le Bloc uni pour la Renaissance et émergence du Congo a été créé. Loin des célébrations festives, Julien Paluku, autorité morale, a placé cette commémoration sous les signes de la compassion envers les populations de l'Est meurtries par les conflits. Des milliers de déplacés, des réfugiés congolais fuyant la guerre d'agression du Rwanda, vivant au Burundi, voisins, manquent presque de tout. Face à ces calvaires, les Blocs unis pour la Renaissance et l'émergence du Congo, pour son 14e anniversaire, vient à la rescousse de ses compatriotes exilés. Une enveloppe consistante réceptionnée ces jours par le secrétaire fédéral du Burek Sud Kivu, demain du sénateur Jean-Marie Katokiolo, également président intérimaire du Burek, permettra d'assister ces réfugiés. Dans les acquis du Burek, en dehors d'action politique, il y a aussi d'action sociale et humanitaire. Nous partageons leurs souffrances. Nous recommandons de résister. La situation va se rétablir parce que nous croyons à des initiatives qui sont en train d'être entreprises par le chef de l'État. Ce 14e anniversaire, célébré sous les signes de solidarité et de compassion envers la population de l'Est, victime de massacres et de guerres récurrentes. Au Nord Kivu, plusieurs cadres militants, avec à leur tête les députés provinciaux Eli Kiakoulé, ont pris d'assaut les centres de transfusion sanguine de la ville de Béni, où ils ont donné gratuitement leur sang par solidarité aux militaires et civils basés dans cette zone victimes des atrocités des terroristes à ADF. Nous remercions les camarades de Kinshasa qui ont cotisé pour soulager une maman qui a fui avec des enfants au dos jusqu'à Fizi, qui d'autres sont dans les camps de réfugiés à Bujumbura. Dans son message à l'intention des cadres militants, l'autorité morale du parti Julien Paluku Kaonga
ministre du Commerce extérieur, a salué la bravoure des populations de l'Est, qualifiées d'héroïques face au massacre et à l'occupation de l'armée rwandaise. 600 bancs pupitres distribués gratuitement à 2 écoles publiques de la capitale. Il s'agit de l'école primaire Kimpangi 3 de Kanluka dans la commune d'Ngalima et de l'épée Makelele des Bandalungwa qui ont reçu chacune 300 bancs. Ces bancs proviennent des ateliers du service national et fabriqués par des ex-Kuluna transformés en bâtisseurs. Cédricine et Tony Djouma nous en parlaient. Pas d'école sans bancs. Le service national en action à Kipangi. Sous la houlette du lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwiki, cette action concrétise la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui place l'éducation au cœur du développement national. Permettez-nous de rappeler à l'Assemblée que ces bancs que nous bénéficions ce jour ne viennent pas de l'étranger. Ces bancs ont été fabriqués ici même, en République démocratique du Congo, par les jeunes bâtisseurs du service national, autrefois appelés Kuluna, aujourd'hui transformés en artisans, menuisiers, citoyens utiles. Les élèves, quant à eux, n'ont pas caché leur joie. À travers une voix émue, leur porte-parole a remercié les services nationaux pour ces gestes qui changent leur quotidien. Ce don est un vrai soulagement pour nous. Nous vous promettons de bien utiliser ces bancs, de bien étudier et de devenir des citoyens utiles pour notre pays. Le lieutenant-général Kasongo-Kabwiki a réaffirmé l'engagement du service national à accompagner l'État dans l'amélioration des infrastructures scolaires. Dès son avènement à la magistrature suprême du pays, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris qu'il n'y aura pas de développement du Congo sans l'encadrement efficient et clairement orienté de la jeunesse congolaise. La meilleure façon de soutenir cette politique du président de la République, c'est d'utiliser ces bancs en bon père de famille afin qu'ils puissent servir plusieurs enfants et pendant plusieurs années. Avec de tels actes, le service national ne se limite plus à la production agricole ou à la formation, mais devient un levier social majeur au service de l'avenir de la jeunesse congolaise. Clôture aujourd'hui à Lubumbashi des travaux de validation du manuel des procédures du poste frontière arrêt unique des Chaloué. La partie zambienne et congolaise qui ont chacune effectué un travail de son côté ont fait une mise en commun de leur travail. Anita Luamba et Robert Kalemba pour la suite. La signature du manuel d'exploitation du poste frontière à arrêt unique de Chaloué a eu lieu ce mercredi 14 janvier 2026 à Lubumbashi. Le document a été paraphé par Jean-Claude Mido Bouité, directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux pour la RDC, et Jaïros Ango, DGA de la Road Development Agency pour la Zambie. Cette cérémonie marque la clôture des travaux de validation du manuel opérationnel du PFAU de Chaloué qui ont réuni pendant 3 jours les comités techniques congolais et zambiens. Dans son allocution de clôture, Jean-Claude Mido Bouité a salué l'engagement des experts des 2 pays et la qualité du travail accompli dans le climat du dialogue constructif ayant permis de finaliser ce document stratégique. Les assises ont rassemblé plusieurs institutions clés, notamment les ministères en charge des infrastructures, la CGT, le concessionnaire GED Africa et les services frontaliers. L'événement s'est déroulé en présence de son Excellence Derrick Sikombe, ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, et de Paul Kosita, ambassadeur de la Zambie en RDC. Fruit d'un travail conjoint, le manuel validé est conforme aux législations nationales et harmonisé avec les normes du COMESA, de la SADC et de l'Union africaine. Il vise à faciliter les procédures douanières, renforcer la coopération bilatérale et stimuler la compétitivité économique entre la RDC et la Zambie. La ville de Bunia en Ituri transformée en véritable grand chantier. Des gros travaux de construction des routes et bâtiments s'y font depuis 2021. Pour l'instant, 70 km des routes sont déjà asphaltées. Des travaux qui changent le visage de la ville, de quoi rendre fiers les habitants de ces coins. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le visage de la ville change progressivement. Les routes longtemps impraticables font désormais place à des boulevards modernes, bien tracés et bitumés grâce à une politique active de réhabilitation menée sous l'état des sièges.
Depuis mai 2021, le gouvernement provincial, sous l'impulsion du gouverneur militaire, a lancé plusieurs chantiers. Aujourd'hui, plus de 62 km de voiries urbaines sont déjà asphaltées, représentant près de 80% de boulevards de quartiers de la ville, dont les communes de Chari, Mbounia et Nyakasanza. Les habitants, conducteurs et commerçants saluent ces avancées qui facilitent la circulation, boostent les activités économiques et redonnent espoir à la population. Vous voyez comment les gouverneurs travaillent. Ils travaillent beaucoup. Il est encore très avantageux pour nous. Nous voyons son travail. Qu'il continue de cette manière. Voilà, c'est maintenant que nous voyons. Il faut que 2028 trouve que la... Ces réalisations sont perçues comme un signal fort. L'état des sièges, au-delà de son aspect militaire, vise aussi à reconstruire l'Ituri. Reste maintenant à préserver ses acquis et à renforcer les travaux dans les zones encore enclavées. À Kinshasa, un atelier crucial réunit experts et parties prenantes pour valider l'avant-projet de loi sur la réglementation nationale du commerce extérieur, une réforme attendue qui vise à aligner la RDC sur les standards de l'OMC et stimuler les exportations. Diane Balaka. Engagée dans une dynamique de modernisation économique, la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape. Depuis ce mercredi, les experts du ministère du Commerce extérieur, des ministères sectoriels, de la DGDA, de la FEC et de la FENAPEC sont réunis à Kinshasa dans un atelier de validation de l'avant-projet de loi portant réglementation nationale du commerce extérieur. Cet avant-projet vise à modifier la loi numéro 73/009 du 5 janvier 1973 en y intégrant des innovations majeures. Il s'agit notamment de la création d'un cadre de concertation entre acteurs du commerce extérieur, d'un comité de suivi des accords commerciaux, d'un régime répressif contre les pratiques illicites, des mesures incitatives pour les exportateurs ainsi que de mécanismes de protection pour l'industrie locale. En ouvrant les travaux, le secrétaire général du commerce extérieur, Jules Mouilumbo, représentant le ministre Julien Paluku Kayonga, a souligné l'importance de cette réforme dans le contexte de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMS ratifié par la RDC en juillet dernier. La RDC est en train d'amorcer un virage dans le domaine du commerce, aussi bien régional qu'international. La réglementation qui doit orienter un secteur du commerce plus attrayant, moins tracassier et porter sur la promotion de nos échanges commerciaux, et également pour promotion des investissements en étant attractif. Le pays va sûrement gagner parce que nous allons attirer des investissements avec une population d'une centaine de millions d'habitants. Vous savez, c'est un des plus grands marchés du monde, la RD Congo. Les travaux se déroulent en présence du directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur. Le ministre d'État aux relations avec le Parlement, Guy Luando Mboyo, a procédé hier au lancement officiel de travaux de suivi du niveau d'exécution des recommandations parlementaires adressées à l'exécutif national. L'importance du principe de la recevabilité et du dialogue institutionnel entre l'exécutif et les législatifs a été souligné par le ministre des Relations avec le Parlement, Guy Luando, a rappelé aux élus qu'ils sont porteurs des préoccupations de la population et on appelle à un traitement rigoureux et un bon suivi pour le bien-être des citoyens. Cette cérémonie revêt une portée institutionnelle majeure, car elle s'inscrit au cœur même du fonctionnement harmonieux de nos institutions et de la vitalité de notre démocratie. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je citais très respectueusement l'Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour assumer pleinement et judicieusement son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions. Le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement donne l'économie de ses travaux. Il était question à ce que les points focaux des ministères sectoriels puissent être déployés aujourd'hui et aller travailler au niveau des ministères sectoriels pour voir les niveaux d'exécution des recommandations qui étaient adressées au gouvernement par
les deux chambres du Parlement. Il ressort de ces travaux que le gouvernement et le Parlement s'engagent à mutualiser et renforcer leur collaboration dans le respect des prérogatives de chaque institution. Du centre universitaire de Kassaji dans la province du Lualaba en colère. Ils étaient dans la rue pour manifester. Ces étudiants dénoncent la fermeture de leur établissement par le recteur de l'université de Kolwezi. Le problème vient d'être soumis à la gouverneure Fifi Massou Kassaini pour une réouverture rapide de ces centres. La fermeture du centre universitaire de Kassaji, deuxième ville de la province du Lualaba, a plongé la communauté estudiantine dans l'incertitude. Les étudiants désespérés ont décidé de faire entendre leur voix. Face à cette situation, la gouverneure Marie-Thérèse Massou Kassaini a décidé d'agir. Ce mardi 13 janvier, elle a reçu une délégation des anciens étudiants de cet alma mater venus plaider pour la réouverture de leur institution. La gouverneure a écouté attentivement les préoccupations des étudiants et a promis d'intervenir en toute urgence. Selon le chef de la délégation, cette audience a été un véritable succès. Il a salué le sens d'écoute et l'attachement profond de la gouverneure à la formation et à la promotion de la jeunesse, tout en appelant les étudiants au calme, à la retenue et à la patience en attendant l'aboutissement des démarches annoncées. Nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale en rapport avec la mesure qui a été prise par M. le recteur de l'université de Kolwezi de la fermeture du centre universitaire de Kassaji. Alors nous, en tant que cadres et anciens de cette université, nous n'avons pas bien accueilli cette mesure. C'est comme ça que nous nous sommes dit que nous puissions rencontrer l'autorité. L'autorité a accueilli la délégation avec beaucoup de satisfaction et avec beaucoup d'intérêt parce qu'à Kassaji, il y a ces enfants, il y a ces jeunes qui étudient et il a besoin d'avoir une jeunesse formée, une jeunesse éduquée et une jeunesse instruite. Et donc, elle ne voudra que le bien de cette jeunesse. Nous lançons un message fort à toute la population qui va nous suivre et à toute la jeunesse de garder le calme, de soutenir les efforts de Madame le gouverneur. La gouverneure Marie-Thérèse Massou Kassaini a compris l'enjeu et se dit déterminée à agir pour le bien-être de la jeunesse de la province du Lualaba. Le centre universitaire de Kassaji est depuis plusieurs années un outil stratégique de formation des cadres, non seulement pour le territoire des Dilolo, mais aussi pour plusieurs autres coins du pays. Sa réouverture vaut son pesant d'or car elle représente un investissement durable dans l'avenir de la jeunesse et un levier essentiel pour le développement socio-économique de la province du Lualaba. Les larmes coulent à la RTNC qui vient de perdre 2 de ses directeurs dans moins d'une semaine. Tout d'abord, le directeur Médard Liefembou Yalmanga, décédé le mercredi 7 janvier dernier à Kananga, au Kasaï central, où il était en mission académique. La dépouille mortelle est arrivée cet avant-midi à l'aéroport international de Ndjili. Plusieurs agents et cadres étaient sur place pour accompagner les corps de l'illustre disparu de l'aéroport jusqu'à la mort du cinquantenaire. Edi Djala. Parti debout sur ses pieds pour dispenser le savoir et continuer à construire le sien, Médard Mbouyal Mangala revient au sien dans une caisse furtivement embarquée. Encore une triste nouvelle est tombée aujourd'hui matin, c'est la disparition du directeur Pépito Ngoudié. Le célèbre présentateur de l'émission Libala Bosembo est décédé aujourd'hui à 10h. Suivons l'une de ses prestations. C'est fini pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Bobette Yenga, réalisé par Rodé Pandé-Ramadan Poki. La partie technique a été assurée par Derek Kyungu, Siloumou, Rubens Kumbu, Peshomu, Bengadjeri, Mawassa. Les tout sous la direction de Jacques Kaboba Moukomina, Sedouga et Guy Matundulu Sala. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h avec Gaëtan Magalano. Au revoir.